RCF Notre-Dame. Regard croisé sur le Grand Est. L'actualité économique, sociale et environnementale. Présenté par Jean Fischer, en collaboration avec le Césaire. Face à la dégradation préoccupante de la qualité de l'eau, le Césaire Grand Est a consacré un avis à cet enjeu vital. Présenté et adopté à l'occasion de la séance plénière du 2 avril dernier, ce travail est au croisement des questions sanitaires, environnementales et économiques. Dans la continuité de ses précédents travaux, le Césaire dresse un état des lieux exigeant et alerte sur la nécessité d'agir face à des pressions croissantes. Il formule des préconisations autour des compétences régionales, rencontre avec Étienne Clément, Mélanie Blandin et Michel Fick de la Commission Environnement de la seconde Assemblée régionale. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. Pourquoi le Césaire s'est-il auto-saisi de cette thématique ? Alors, effectivement, c'est une thématique qui intéresse beaucoup le Césaire et depuis un certain temps, puisque je rappelle que notre instance a déjà produit 2 avis sur cette thématique en 2017 avec une focalisation sur la nappe des grès du Trias inférieur, cette grande nappe qui couvre une grande partie de la Lorraine, et puis en 2020-2021 sur la gouvernance de la politique de l'eau. Donc nous avons souhaité poursuivre ce travail en se centrant cette fois-ci sur la qualité de l'eau qui devient un enjeu majeur et une préoccupation importante avec le changement climatique et puis aussi l'ensemble des atteintes à l'environnement qui est dû en partie à certaines de nos activités plus ou moins impactantes. Donc la qualité de l'eau a été examinée pour ses différents usages et non pas uniquement en tant que eau de consommation courante. C'est à ce propos que nous avons proposé un webinaire le 4 juin sur la qualité des eaux de baignade. Et puis sur la méthodologie, nous avons souhaité construire un rapport avec plusieurs entrées, plusieurs tiroirs. L'entrée classique avec l'analyse des données régionales, la réglementation, les politiques régionales relatives à l'eau, les principales atteintes de la qualité à la qualité de l'eau. Mais aussi, actualité oblige, nous avons souhaité recueillir les avis et les ressentis des maires des communes meusiennes et ardennaises qui sont aujourd'hui impactés par les concentrations de PFAS. Actualité également oblige, nous avons consacré un focus sur l'affaire Nestlé Waters. Et puis enfin, pour compléter notre rapport, nous avons rédigé 25 fiches ambassadeurs de l'eau à partir d'interviews d'usagers, d'associations, de scientifiques, d'acteurs, chacun concerné ou impliqué par et dans la préservation d'une qualité d'eau suffisante pour leur pratique ou leur activité. Toute cette démarche engagée nous a amené à formuler un nombre conséquent de préconisations. Nous l'assumons. La préservation de l'eau appelle à l'engagement collectif pour ce bien commun. Si l'eau n'appartient à personne, elle nous oblige tous. Donc l'intention était d'embarquer un maximum de monde. Car oui, les critères de la qualité de l'eau varient en fonction des différents usages. Oui, effectivement. Donc on a en fonction des usages des qualités à respecter. Je vais vous prendre 2 exemples peut-être pour illustrer le propos entre les milieux naturels et les eaux de consommation. Sur les milieux naturels, l'idée c'est quand même de préserver le bon état écologique de rivières par exemple. Et pour ce faire, on a un certain nombre de critères physiques, chimiques, biologiques, écologiques. En fait, une bonne qualité signifie que l'eau permet un fonctionnement normal de l'écosystème et qu'elle peut être utilisée sans risque majeur. Alors, bien sûr, elle pourra devenir une eau potable après traitement, mais pour la baignade, pour la pêche, l'irrigation, ça ne doit pas poser de problème. Alors, du coup, une rivière, par exemple, de bonne qualité, qu'est-ce que c'est ? C'est une rivière dans laquelle on a une eau claire, sans excès d'algues, de nombreuses espèces vivantes, des poissons sensibles, comme les truites ou les ombres, une absence d'odeur, alors peu de pollution agricole urbaine, des berges végétalisées, c'est très important, et puis un courant naturel. Alors du coup, on a un certain nombre de causes de mauvaise qualité qu'on peut peut-être identifier. C'est quand on a des rejets d'eau usée pas très loin, quand on a une agriculture intensive avec des rejets de produits toxiques comme des produits phytosanitaires ou les nitrates, lorsqu'on a affaire à de l'artificialisation des berges ou des barrages, voilà des éléments qui peuvent entraver la qualité des eaux de rivière. Alors concernant l'eau potable, là on a une exigence sanitaire maximale, puisque là on a affaire à la consommation humaine, et donc on a des critères extrêmement stricts sur la microbiologie, alors, par exemple absence de bactéries pathogènes comme Escherichia coli,
Les critères physico-chimiques qui évoluent avec le temps et avec les connaissances. On avait déjà des critères autour des nitrates, des pesticides et des métaux lourds. Sont arrivés depuis peu les PFAS. Les PFAS qui sont donc ces pollueurs éternels qu'on rencontre maintenant un peu partout. Étienne l'a évoqué tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a des normes depuis 2026, des normes qui ont été créées pour ce type de molécules. Et on a également des critères organoleptiques. Bien évidemment, une eau potable ne doit pas avoir des odeurs très désagréables, par exemple. Je voudrais juste citer peut-être un chiffre qui est important, c'est que dans le Grand Est, on a plus de 36 000 prélèvements d'eau qui sont réalisés chaque année pour contrôler l'eau du robinet. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement contrôlé au niveau de notre région et qui amène globalement une eau de bonne qualité. On a tout de même un problème majeur qui est le fait que 14% des captages d'eau potable de la région sont dégradés par des pollutions diffuses et essentiellement agricoles. Donc c'est quand même un souci, on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on aura vous présenté quelques préconisations. Et justement, les eaux, vous parlez des différentes qualités d'eau, et pour les eaux de baignade, il y a des qualités spécifiques requises, et tout ceci évolue énormément du fait du réchauffement climatique et de l'évolution de la réglementation. Oui, alors, dans ce cas, on a décidé d'organiser un webinaire, comme vous l'avez évoqué. Le réchauffement climatique demande un nouvel usage, en réalité, ou un usage qui était existant et qui revient, je vais dire entre guillemets, à la mode, c'est de trouver des lieux de baignade, et notamment des lieux de baignade en eau libre. Face à ça, on s'est dit qu'il était intéressant d'interroger des maires, notamment, qui sur notre région se sont lancés dans cette démarche de rouvrir des lieux de baignade. On pourra prendre comme exemple Monsieur Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, qui a depuis 2024 ouvert un lieu de baignade dans la Meuse, mais il existe encore d'autres lieux. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé d'avoir un webinaire pour mieux cerner l'historique, les enjeux, les craintes et les risques des baignades en eau libre, en invitant des collectivités ou des représentants ou des personnes intéressées par ce sujet, afin de voir comment on pouvait répondre à cette demande et notamment l'impact sur la qualité de l'eau, comment gérer la qualité de l'eau sur cet usage qui à l'avenir va être encore demandé par les citoyens. Et oui, surtout à l'approche de l'été et des beaux jours. Mais justement, la situation dans le Grand Est, quelle est-elle? Pouvez-vous nous faire une présentation des différentes eaux et des différentes qualités d'eau, que ce soit les eaux de surface, nappes phréatiques, les aires de captage, s'il vous plaît? Oui, alors peut-être déjà prendre de la hauteur pour dire que, par exemple, la situation n'est pas que locale. En janvier 2026, l'ONU affirme que notre planète est entrée dans une ère de faillite hydrique mondiale. Et les causes de cette situation sont d'origine multiple. L'achèvement des grands lacs, la disparition d'une grande partie des zones humides. Il faut savoir qu'en 50 ans, on a perdu 400 millions d'hectares de zones humides. C'est à peu près 4 fois la superficie de la France. La fonte des glaciers ainsi qu'une pollution due aux eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées, au ruissellement agricole, aux effluents industriels, miniers et à la salinisation. Donc une part croissante de l'eau n'est plus potable ni économiquement utilisable. Et selon les projections établies, suivant les tendances actuelles, nous pourrions être confrontés à de graves tensions sur les écosystèmes et les usages. Et donc si on revient et si j'extrais quelques chiffres pour contextualiser la situation en région, Michel en a parlé, à ce jour 739 captages, donc c'est un peu plus de 14% d'eau présente une eau dégradée par des pollutions diffuses. On a 2/3 des eaux de surface dont l'état chimique a été déterminé. 60% d'entre elles seraient en mauvais état chimique. Et puis en Grand Est, sur 53 masses d'eau souterraine, 27 sont en bon état chimique et 26 en état médiocre. Et on pourrait rajouter une très récente étude qui vient de livrer ses résultats sur la nappe phréatique rhénane. Donc c'est une étude qui s'appelle Hermès,
Donc c'est très très récent, ça date d'il y a quelques jours et on voit qu'il y a quelques signes d'inquiétude, mais heureusement aussi quelques signes d'amélioration qui sont comment dire, encourageantes. Voilà. Donc je termine voilà, sur les exemples régionaux, sur effectivement les PFAS. Là aussi, Michel en a parlé. Par exemple, la commune de Saint-Louis, qui après plusieurs mois de restrictions a pu retrouver l'usage de l'eau potable, mais au prix d'installation d'unités mobiles de traitement qui ont un coût estimé à 20 millions d'euros d'investissement, auquel s'ajoutent 600 000 euros par an de fonctionnement. Donc on voit que le traitement des PFAS pose un problème économique important. Et puis dans les communes dont on a parlé, des Ardennes et de la Meuse, l'eau du robinet a été également interdite à la consommation. Le 10 juillet 2025, les concentrations mesurées pour les sommes de 20 PFAS plafonnent jusqu'à 27 fois au-delà de la limite légale. Et donc justement, vous parliez de sensibiliser le grand public. Que pensez-vous qu'il faille faire pour sensibiliser le public à ces différentes thématiques et surtout comment le sensibiliser à agir? Alors, dans ce domaine, nous avons préconisé plusieurs actions. Alors, il faut revenir, la sensibilisation, comme on l'a dit, l'eau est un bien commun et les usages sont divers et variés, donc il faut sensibiliser, j'allais dire, toutes les populations ou tous les acteurs sur cette qualité de l'eau. Je reviendrai sur aussi quelques préconisations qu'on a fait, donc notamment comme accompagner et soutenir financièrement les actions de sensibilisation à destination des artisans qui doit continuer à travailler notamment sur des solutions ou au moins d'être au courant dans ces pratiques de l'impact de ces usages sur l'eau, sur la qualité de l'eau. On a aussi une autre préconisation, c'est d'enrichir les dispositifs parcours de sensibilisation des entreprises et notamment sur ce volet de la qualité de l'eau. Mais comme je le disais, la qualité de l'eau, c'est l'enjeu de tout le monde et l'idée, c'était de contribuer à la création d'une université populaire de l'eau qui aurait pour mission notamment de sensibiliser les citoyens et de leur faire comprendre les enjeux, les pollutions, l'impact de la consommation des produits et des comportements sur la qualité de l'eau, avec des interventions dans les lycées, en s'appuyant sur les universités et les étudiants, d'organiser des événements avec des analyses pédagogiques et proposer des événements autour de l'eau. Mais il y a aussi une autre préconisation qui me tient à cœur aussi, qui est de soutenir les associations qui proposent de la science participative, notamment en rendant les citoyens peut-être aussi acteurs et dans l'analyse et dans la sensibilisation sur les enjeux de la qualité de l'eau. Comme l'avait dit Étienne en début de cette interview, on a un certain nombre d'ambassadeurs de l'eau sur notre région qui ont été interviewés. Et c'est sur eux et avec eux qu'on pourra travailler à la sensibilisation accrue de tous les acteurs sur l'eau. Je citerai quelques personnes comme l'association ETC Terra de Saint-Dié-des-Vosges, l'association Aussitôt, l'Observatoire des citoyens des cours d'eau, la Vigie de l'eau à Vittel, qui sont des associations qui participent dans notre région à mettre ce sujet de l'eau au cœur des citoyens. Voilà. Donc toutes ces informations et ces fiches ambassadeurs que vous avez adoptées, qui sont donc disponibles sur le site du Césaire à disposition de tous les citoyens. Oui. Eh bien écoutez, Madame, Messieurs, je vous remercie pour votre engagement, votre travail et je vous invite, auditeurs de RCF, à vous rendre sur le site du Césaire pour lire justement toutes ces fiches ambassadeurs et voir les actions et les personnes actives au plus près de vos lieux de vie.
pour comment agir et ensemble préserver l'eau, cette matière aussi importante et indispensable à la vie de tous. Merci d'avoir suivi Regards croisés sur le Grand Est. Retrouvez toutes nos émissions en podcast et sur les réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. Une émission en collaboration avec le Césaire.